Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous de la laïcité. On va parler d'extrême droite et du monde associatif. Aujourd'hui, quel danger cette extrême droite et ses discours font-ils planer sur le secteur associatif? Quels impacts peut-il y avoir sur ce secteur en cas de montée des partis d'extrême droite? On abordera ces questions en 3 temps. Les menaces qui pèsent sur les libertés associatives, les effets concrets de ces idées sur ce secteur et puis sans doute un rôle, le rôle essentiel de l'éducation permanente face à ces menaces. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Pour éclairer nos discussions, 3 personnes intervenantes aujourd'hui que je suis ravie d'accueillir. Élise Jacquemin, bonsoir Élise. Bonsoir. Vous êtes membre du Conseil supérieur de l'éducation permanente, vous êtes directrice du Miroir Vagabond, une association socio-culturelle active dans le nord de la province du Luxembourg depuis 81. Vous m'arrêtez si je me trompe. Cette association s'appuie notamment sur la capacité d'agir des personnes, le lien entre culture et social, nécessité de cohésion. Vous allez donc nous en parler ce soir. Nous avons également Edgar Schotz, bonsoir. Bonsoir Catherine. Est-ce que je prononce bien Edgar Schotz? Oui, c'est exceptionnel. Bon, je me suis entraînée tout l'après-midi. Vous êtes romaniste et professeur en économie et politique publique à la Haute École Bruxelles-Brabant. Vous avez mené de concert une carrière de journaliste, d'animateur en radio libre, puis de chercheur et sur la RTBF, et puis de chercheur dans un service d'études syndicales, avec un engagement associatif au sein de la Ligue des droits humains, dont vous êtes président depuis 2022. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Vous plaidez coupable, comme on dit. Et par téléphone, nous avons également Benjamin Billard, docteur en sciences politiques, chargé de recherche au sein du secteur sociopolitique, du Centre de recherche et d'information sociopolitique, CRISP, chargé de cours invité à l'UC Louvain. Vos principaux thèmes de recherche, populisme, extrême droite et partis politiques et démocratie. Benjamin Billard, bonsoir, vous êtes avec nous. Bonsoir. On va peut-être d'abord commencer avec vous et reprendre une définition de l'extrême droite, son idéologie, et en quoi justement elle peut éroder ou s'attaquer à l'associatif et à l'éducation permanente. Benjamin Billard. Donc une petite redéfinition pour nos auditeurs de l'extrême droite et de son idéologie. Alors l'extrême droite, c'est une idéologie qui repose principalement sur 3 éléments fondamentaux. Le premier, c'est une perspective inégalitaire de la société, c'est-à-dire que c'est une idéologie qui distingue les individus dans la société selon leur ethnie, leur couleur de peau, leur race ou d'autres critères typiquement, voire qu'elle les hiérarchise les unes par rapport aux autres. Le deuxième critère, c'est la perspective de la société qui est profondément nationaliste. Toutes les extrêmes droites sont par essence nationalistes. Je ne dis pas pour autant que l'inverse est vrai. Tous les nationalistes ne sont pas nécessairement d'extrême droite, d'où il est important de bien distinguer ces 2 notions, me semble-t-il. Le troisième élément, la troisième caractéristique qui définit ce dont l'extrême droite est le nom, c'est le programme d'action qui permet de transiter du premier état, de la première perception de la société telle qu'elle est, vers la société telle qu'elle devrait être, reposant sur un programme nationaliste. Et ce programme d'action, typiquement, met sous tension la démocratie, que ce soit comme régime politique, ou, c'est aujourd'hui généralement le cas pour la plupart des partis d'extrême droite qui performent bien en Europe, qui met sous tension le pilier libéral de nos démocraties, c'est-à-dire l'équilibre des pouvoirs, l'état de droit, ou les droits accordés à toute une série de minorités dans la société. Donc on voit que l'extrême droite, c'est une idéologie assez englobante, un concept de parapluie, pour reprendre un terme de mon collègue italien Andrea Pirro, qui englobe toute une série de phénomènes distincts, mais qui se regroupent sur la base de ce fond idéologique minimal commun. Alors on parle peu des attaques de l'extrême droite envers le milieu associatif, quel qu'il soit. Pourtant aujourd'hui, au CRISP aussi, vous pointez ces actions-là. Pourquoi est-ce que c'est un danger que l'extrême droite s'attaque à ces organisations-là? Alors tout dépend d'abord de quel milieu associatif on parle. On voit dans les pays particulièrement où l'extrême droite se porte bien, là où l'extrême droite exerce des responsabilités, y compris au pouvoir, qu'elle développe elle aussi son propre réseau associatif. Et évidemment, il n'y a pas tant de difficultés entre ce type de milieu associatif et l'extrême droite. Mais plus globalement, en Europe occidentale surtout, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a un certain nombre d'associations qui peuvent se retrouver mises à mal par l'arrivée au pouvoir de formations d'extrême droite, soit parce que les valeurs qu'elles défendent, l'objet social qui les caractérise, va à l'encontre des valeurs défendues par les formations d'extrême droite et qu'alors elles peuvent tout simplement
par exemple, décidé de suspendre le versement de subsides accordés à ces associations. On a pu l'observer au niveau communal, au niveau municipal plus précisément en France. Depuis 2014 et l'arrivée d'un nombre de maires au niveau municipal français issus des rangs du Front, aujourd'hui Rassemblement national par exemple. Par ailleurs, on a toute une série d'autres associations qui militent plus directement face à l'extrême droite. Et donc on voit automatiquement qu'on est dans des relations d'animosité entre certains partis typiquement d'extrême droite lorsqu'ils exercent des responsabilités et certains segments du monde associatif. Donc c'est peu visible, mais bien réel, même si en Wallonie on ne connaît pas encore vraiment une fronde de l'extrême droite, bien qu'un nouveau parti pointe un peu, mais on ne peut pas le citer puisque nous sommes en période de prudence. Donc les attaques et l'érosion est bien présente, bien réelle même, et c'est peut-être ça le danger, peu visible. Alors les attaques sont potentiellement réelles selon les cas, selon le rapport de ces formations au pouvoir, bien sûr, pas nécessairement si visible, sauf évidemment à vérifier concrètement, notamment en termes de politique de subsides, par exemple, le rapport entre les élites au pouvoir, qu'elles soient d'extrême droite d'ailleurs ou pas nécessairement, et les organisations qui incarnent ce milieu associatif au sens large. C'est quoi si on voit disparaître des associations, effectivement parce qu'elles ne sont pas financées, parce que on leur mène la vie dure, qu'est-ce que nos démocraties peuvent en retirer? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on perd en fait en se privant de ce milieu associatif-là dans nos jours, dans l'exercice de nos jours? Alors ça dépend sous quel angle on l'étudie. La toute première chose, c'est que ces rapports entre l'extrême droite et le monde associatif ne sont pas la première priorité de ces formations d'extrême droite. Donc on retrouve assez peu la défense du milieu associatif ou les actes à l'endroit du milieu associatif dans les programmes, dans les discours de l'extrême droite. Simplement, lorsqu'elle arrive concrètement au pouvoir, on peut observer que cela peut se matérialiser, peut se concrétiser. Globalement, c'est une certaine vivacité démocratique, une certaine activité au sein de la société civile, au-delà des institutions, au-delà des organisations de pouvoir, j'entends par là essentiellement, et surtout en Belgique, des partis politiques, mais également certaines valeurs défendues par ces associations. Alors il ne faut pas toutes les amalgamer, elles ne forment pas un tout global nécessairement cohérent, mais on a effectivement des associations qui défendent des valeurs typiques de nos démocraties libérales qui peuvent être soumises à des tensions potentiellement très fortes. Oui, donc on perdrait de solidarité, on perdrait un petit peu de liberté d'expression, de contre-pouvoir, de justement d'aller contre le discours étatique en tout cas. Donc c'est très important cette voie-là, il ne faudrait pas la perdre. Évidemment, on a ici un élément, vous avez dit, de contre-pouvoir notamment, même si ça émane de la société civile, du milieu associatif beaucoup plus globalement, qui serait privé d'un certain mode d'action, de certaines expressions aussi, même si on reste ici dans un discours hypothétique, sauf à analyser, comme on vient de le faire, ce qui se passe dans certains cas à l'étranger. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement le milieu associatif est mis sous tension lorsque l'extrême droite, d'une manière ou d'une autre, arrive au pouvoir, tout simplement parce que là où c'est le cas, quelques exceptions près, notamment la Hongrie, on voit que l'extrême droite partage le pouvoir avec d'autres formations, souvent de droite, mais pas nécessairement, parfois de centre-gauche aussi, et c'est dans le cadre de compromis qu'elle mène son action politique. Vous pensez, et le CRISP se bat pour ça aussi, qu'il faut regarder ce qui se fait ailleurs pour se rendre compte de ce qu'on pourrait perdre ou du danger que représente l'extrême droite au pouvoir? Alors, le CRISP ne se bat pas nécessairement dans le sens où on est dans une position de neutralité, d'analyse. Plutôt d'analyse, oui, voilà. De rapports politiques dans la société, des acteurs, de leur organisation notamment, mais bien entendu, l'analyse d'un fait politique, quel qu'il soit d'ailleurs, mais notamment de l'étude de l'extrême droite, est toujours enrichie par l'analyse comparée, en voyant aussi comment les choses se passent à l'étranger, et singulièrement en Europe, typiquement là où l'extrême droite, si on revient sur ce type d'idéologie bien particulière, exerce le pouvoir. Et on voit que ces 20 dernières années, les cas se sont multipliés, certainement au niveau local et régional, mais aussi au niveau national. En Italie,
en Autriche, en Bulgarie, en Pologne, en Estonie, aux Pays-Bas et peut-être bientôt avec une nouvelle coalition associant l'extrême droite de Geert Wilders par exemple. Et on voit ainsi qu'elle gagne en pouvoir, en influence et que potentiellement on pourrait voir une tension s'exercer sur le milieu associatif ou en tout cas à nouveau certains segments de celui-ci. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour contrer cela, Benjamin Biard? D'aucuns parlent du rôle essentiel du secteur de l'éducation permanente face à toutes ces menaces. C'est une piste? L'éducation permanente a un rôle évidemment important en Belgique francophone, notamment pour décoder, mieux comprendre, d'une part, la complexité du système politique belge dans lequel on vit. On sait que le vote pour des formations notamment extrême droite, mais pas seulement, répond aussi à une logique parfois de perte de confiance dans le fonctionnement même de la démocratie, lui-même lié à la complexité de nos institutions, la manière par laquelle les décisions se prennent, typiquement. Et donc, clairement, l'éducation permanente a aussi pour mission d'aider à mieux décrypter les grands enjeux, mais aussi décrypter ce qui peut être considéré comme des menaces potentielles à certains grands principes qui caractérisent notre démocratie. Merci Benjamin Biard. Avec plaisir. Et retour en studio, Edgar Schotz et Élise Jacquemin. Que pensez-vous donc, comme Benjamin vient de le dire et l'exprimer, cette érosion de la démocratie peu visible mais bien réelle face au danger de l'extrême droite? Une réaction, Edgar? Cette érosion, elle se produit en l'absence même, en Fédération Wallonie-Bruxelles, d'un parti d'extrême droite fort et bien implanté. Donc je ne voudrais pas qu'on entretienne une vision trop binaire de tout va bien, mais attention, l'extrême droite risque d'arriver. Tout ne va pas bien. Il y a déjà des pratiques, singulièrement au gouvernement fédéral, qui tiennent pour utiliser un euphémisme, de l'illibéralisme, ne pas respecter les décisions de justice comme le fait le gouvernement fédéral depuis plus de 2 ans en matière migratoire, c'est une politique d'extrême droite. Donc l'érosion de la démocratie, elle est aussi le chef de nos gouvernants qui ne respectent pas l'ordre constitutionnel, les principes les plus fondamentaux de l'état de droit. Et alors évidemment, me mettant dans la peau d'un leader d'extrême droite, ça demande un peu de contorsion, je me réjouis de ce genre de pratiques dont je ne pourrais que faire la copie une fois arrivé au pouvoir. Mais donc on n'est pas dans une démocratie totalement fonctionnelle, menacée par l'extrême droite. On est dans une démocratie qui déjà dysfonctionne gravement dans certains domaines, et on a la chance à Bruxelles et en Wallonie de ne pas jusqu'ici, et j'espère qu'on pourra faire le même bilan après le 9 juin, avec une extrême droite qui jusqu'ici n'est pas très puissante dans les urnes. Élise et puis Edgar, c'est quoi une répression associative comme on en parle en France ou ailleurs? Est-ce que sur le terrain elle est visible? Elle consiste en quoi en fait? Alors sur le terrain, oui, elle est visible. Moi, je peux parler aussi au nom du Miroir Vagabond. Il y a quelques années, on a mené une campagne pour protéger l'autonomie associative, donc une autonomie associative qui est au service des publics et des populations et qui prend en charge des rapports de force qui existent sur un territoire particulier, parce qu'on s'était rendu compte que depuis quelques années, on était soumis à de plus en plus d'injonctions des pouvoirs subsidiants, alors des choses assez minimes, assez insidieuses, mais qui petit à petit pouvaient en effet éroder un peu notre autonomie associative. Et quand je dis autonomie associative, surtout notre capacité à innover, à inventer des dispositifs, des projets qui travaillent justement sur des questions démocratiques, de prise de pouvoir ou des problématiques qui se vivent sur un territoire. Donc on a eu quelques exemples d'inspections parfois qui étaient un peu plus cadrantes, des cadres méthodologiques, pédagogiques aussi imposés ou en tout cas suggérés. Donc voilà, c'est assez insidieux, c'est assez minime, mais on se rend compte qu'en effet... On n'impose pas encore, mais on conseille fortement. Oui, voilà, on nous conseille fortement et c'est vrai que moi je pense qu'il y a une responsabilité du secteur associatif en général et peut-être d'autant plus au niveau du secteur d'éducation permanente, mais à vraiment être sur nos gardes, alors pas tomber dans une paranoïa, mais en tout cas à bien
protéger justement cette autonomie pour pouvoir continuer à agir comme un contre-pouvoir, justement, parce que c'est un outil incroyable, justement, de la démocratie et de la garantie des principes de la justice sociale. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on soit très très vigilants. Et les associations d'éducation permanente, on ça peut-être plus dans leur histoire aussi. Mais c'est vrai qu'on a un certain confort, en tout cas pour les associations d'éducation permanente, d'être financées et pour pouvoir porter un regard critique sur l'organisation de la société et de nos propres pouvoirs subsidiants. Et donc ça, je trouve que c'est assez atypique, même en Europe, je pense, et assez important que pour le protéger. Voilà. Edgar, à la Ligue, on est évidemment européen aussi, hein, et avant tout, donc vous travaillez de concert avec beaucoup d'associations, justement, on va le dire. C'est important d'aller voir ailleurs, de regarder ailleurs ce qui se passe, parce que, bon, voilà, on n'a pas d'extrême droite en Wallonie, mais vous le dites très bien, les idées sont là, et il faut se méfier, il ne faut pas attendre qu'il y ait un parti fort avec un type qui crie plus fort que les autres. C'est important de regarder ce qui se passe ailleurs pour évaluer les dégâts et les menaces. Oui, et les deux pays qui offrent le plus de recul sont la Hongrie et la Pologne. Alors la Pologne, heureusement, vient de rebasculer dans un camp plus démocratique, dira-t-on, avec la mise hors du pouvoir du PiS à la fin 2023. Mais disons, en Pologne, de 2015 à 2023, l'extrême droite était au pouvoir. Et en Hongrie, je pense que c'est depuis 2012. Et là, malheureusement, Viktor Orban y est toujours. Et du point de vue associatif, ce qui est assez frappant, c'est l'action... alors, je reprends tout ce qu'a dit Élise, mais j'ajouterais peut-être simplement l'action sur le financement, avec deux leviers principaux. Un levier de définancement pur et simple, qu'on peut voir dans d'autres pays aussi, et un levier qui consiste à vraiment vérifier les sources de financement non public des associations, avec en Hongrie évidemment une espèce de fantasme autour de George Soros, hein, donc vous savez qu'il était d'origine hongroise et qu'il finançait en Hongrie, mais en Europe de l'Est plus largement, toute une série d'actions en faveur des droits humains, et donc il y a eu beaucoup de mesures qui forçaient les associations à révéler la source de leur financement, et ça c'est quelque chose qu'on voit s'imposer de plus en plus largement et qui fait planer une espèce de soupçon par défaut au fond, hein. Si vous ne dites pas d'où vous recevez votre argent, c'est qu'il a des origines embarrassantes, alors même que à la Ligue, ça nous arrive de recevoir des dons importants de personnes qui ne souhaitent pas que leur nom soit rendu public, sans qu'il n'y ait rien de louche derrière ça, au contraire. Mmh. Est-ce que l'idéal du contre-pouvoir qu'on pourrait imaginer dans les associations, et Benjamin Billard le dit bien, il y a association, évidemment, on va du club de foot au Miroir Vagabond, mais est-ce que tout ça participe quand même à faire solidarité, à faire que le citoyen, la population travaille à l'amélioration de nos sociétés et de nos droits? Est-ce que ce contre-pouvoir-là est essentiel ? Oui, je pense que c'est l'exercice d'une fonction politique, en fait. C'est une façon de faire société. Alors, encore une fois, la forme associative n'est pas une garantie contre... Parce que vous avez cité le club de foot et le Miroir Vagabond, je pourrais citer la FEB et oui. les amis les anciens de la Légion Wallonie. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Mais toutes ne sont pas garantes de droits humains, mais disons démocratie. Que très largement, c'est une façon de sortir de l'atomisation de nos sociétés, de retisser du lien social, de construire ce qu'on appelle des solidarités chaudes, hein, qui sont complémentaires des solidarités, j'aime pas le terme, mais froides, plus institutionnelles, de la sécurité sociale, du CPS et de l'ensemble des politiques sociales. On pourrait d'ailleurs faire un petit bilan du Miroir Vagabond, de tout son travail socioculturel en quelques années pour nos auditeurs, Élise. Que fait une association socioculturelle comme le Miroir Vagabond pour retisser du lien, pour la culture et la connaissance ? Alors je dirais qu'elle n'a pas de programmation sur 10 ans, et donc c'est fait exprès parce qu'on ne sait pas ce qui se passera sur le temps. Elle évolue avec son temps, elle évolue avec ce qui se passe au sein de la société, sur son territoire, et donc ça je trouve que c'est très très important, et d'ailleurs le secteur d'éducation permanente avait un peu mis un pied dans la porte sur les rapports d'activité de l'éducation permanente qui étaient de plus en plus resserrants avec des visées programmatiques, donc je pense qu'une association qui
qui fonctionne bien, je pense qu'elle doit être sur le terrain, elle doit être à l'écoute, elle doit sortir de ses bureaux, de la tête de son ordinateur. Je pense qu'elle doit aussi avoir une capacité à mettre des gens différents ensemble et donc à provoquer ce qu'on appelle chez nous les rencontres improbables. Et donc, ça paraît tout simple, mais ça l'est pas toujours. Enfin, c'est pas simpliste, mais c'est simple. Et c'est très, très important. Et je crois que ça démarre de ça, de provoquer des espaces-temps où, sur notre territoire, il y a pas mal de centres d'accueil de demandeurs d'asile, il y a pas mal de Flamands qui sont venus après le Covid acheter en région rurale, en plein milieu de la campagne. Il y a des travailleurs, il y a des chômeurs. C'est vraiment l'idée de rassembler des personnes. Alors nous, notre manière de faire, c'est par les langages artistiques. C'est ce qui nous semble le plus facile, le plus approprié et moins dans l'oralité, justement. Et on sait, Benjamin le disait tout à l'heure, on est dans des mondes, dans une société hyper complexe où si on ne maîtrise pas le langage, la communication, le traitement d'infos, on est complètement largué. Donc le fait de faire, moi je pense que ça fonctionne. Et voilà, le langage artistique, on est plus dans l'émotion, dans le lâcher-prise. Donc voilà, moi je pense que ça fait partie des ingrédients de réussite et de se remettre en question, en effet, de se réajuster de manière permanente. Voilà, donc c'est pour ça que je viens avec la visée programmatique et je m'inscris en faux complètement. Et quand on essaye de défendre ça auprès des pouvoirs publics, c'est pas simple. Donc c'est la question aussi du résultat. Ils veulent du programme pour voir si vous êtes arrivé au bout de vos objectifs. C'est ça. Et donc ça aussi, on voit du vocable un peu du secteur marchand qui arrive dans nos cahiers des charges. Il faut de la réussite, quoi. Il faut que ça se vende. Il faut du chiffre, il faut du résultat palpable. Et on sait bien que travailler avec des êtres humains, c'est pas ça. Et ça veut pas dire non plus que l'associatif n'a pas de visée, d'orientation, de ligne directrice, mais on va plutôt parler d'impact que de résultats. Voilà. Quand on lit quelques documents en France, beaucoup d'associations disent avoir peur d'aborder certains thèmes comme les discriminations, les violences policières, la laïcité, le racisme. Ils ne les abordent quasi plus de peur de déplaire à l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, chez nous aussi, cette peur-là, pour rester dans les financements quelque part, Edgar, on entend ça ? Non, enfin... Certaines associations peut-être seraient effrayées, mais je ne pense pas que c'est par peur de déplaire à l'État. C'est éventuellement, sur certains sujets sensibles, la peur des réactions sur les réseaux sociaux. C'est surtout cette violence-là, me semble-t-il. Et il faut préciser, Élise l'a dit, le cadre de l'éducation permanente est unique en Europe. Et il faut reconnaître, on a été suffisamment dur jusqu'ici, que c'est un cadre de financement extrêmement souple qui propose un cadre, mais qui ne contraint pas du tout les associations quant à la substance du message qu'elles entendent diffuser, auquel elles entendent sensibiliser, etc. Donc là, je dois dire, en tout cas, du point de vue de la Ligue, c'est ce que je peux dire, et je pense avoir entendu peu d'associations dire on ne va pas parler laïcité, immigration ou je ne sais quoi par peur de déplaire à l'État. On est chez nous. Oui. Très bien. Élise, oui. Oui, non, j'allais dire en effet c'est un luxe que les associations financées peut-être de manière générale par la Fédération Wallonie-Bruxelles ont. Celles qui sont financées exclusivement par la région wallonne, c'est plus compliqué. On sent quand même qu'on est dans une logique plus adéquationniste, notamment par rapport aux politiques d'activation, et où là, je sais qu'il y a des associations qui pourraient avoir peur de s'inscrire en opposition ou en tout cas être dans une posture plus critique par rapport au pouvoir public qui les finance. Donc on est moins sur des thématiques, mais on va être sur une remise en question des cas de financement, notamment des méthodologies qui sont imposées. Ça, je pense que ça existe. Voilà, parce qu'il y a des exemples très très concrets de retrait de financement s'il y a une posture critique ou voilà. Mais là, c'est la fin d'une association. Et là, c'est la fin d'une association. Il y a plein d'associations qui ne peuvent pas se le permettre parce qu'il y a des emplois. Petite parenthèse pour que nos auditeurs comprennent bien, quand vous faites partie du Conseil supérieur de l'éducation permanente, c'est quoi l'éducation permanente telle que nous l'entendons ici dans cette émission ?
Alors l'éducation permanente, sans faire un énorme rétroacte historique, qui durerait une demi-heure, voilà, qui durerait une demi-heure, mais disponible. peut-être redire que je crois que ça a vraiment démarré, en tout cas après la Seconde Guerre mondiale, le drame qu'il y a eu, tout le monde était bien d'accord sur le fait qu'on devait vraiment investir dans l'éducation tout au long de la vie des adultes, sur l'accès à la culture de manière générale. Et alors on va dire que c'est à partir des années 70 qu'il y a eu un décret, donc un cadre légal qui a structuré en fait et soutenu financièrement des associations d'éducation permanente. On parlait plutôt d'éducation populaire et donc c'était vraiment de pouvoir outiller des adultes à la maîtrise des dispositifs démocratiques, de la citoyenneté. Pour que plus jamais ça. Voilà, pour que plus jamais ça, à la base c'était ça. Et c'est vrai que enfin, moi je suis tout à fait d'accord avec Edgar, on a un décret plutôt excellentissime qui amène toute une liberté et qui est très claire quand même au niveau de sa visée et qui est les principes de la démocratie, de la solidarité, de l'intégration, changement des mentalités. Donc ici, c'est vrai que c'est à l'opposé de la philosophie des partis d'extrême droite. Et donc en ça pourrait être un danger, évidemment. Edgar, l'éducation permanente n'est pas la seule. C'est quoi les remparts, justement, à ce dilettement de nos démocraties face aux idées d'extrême droite, notamment? Alors, je pense qu'il y a d'abord le fait qu'on a des partis qui restent relativement populaires, contrairement à ce qu'on peut voir en France, où souvent c'était des partis de cadres. Chez nous, je ne vais pas les citer puisqu'on est en période de prudence, mais plusieurs partis ont encore un véritable ancrage dans la population. Je pense par ailleurs que, outre l'éducation permanente qui a été citée, au fond, le facteur principal est un facteur qui ne tient pas à nous, ou qui ne dépend pas de notre volonté, mais c'est le flou identitaire des francophones. Je les appelle francophones, je pourrais les appeler wallons et bruxellois. L'extrême droite francophone, contrairement à l'extrême droite flamande, qui a toujours été flamingante, nationaliste flamande et demandait, c'était le slogan du Belagne, que la Belgique crève. L'extrême droite francophone n'a jamais su si elle était belgicaine, enfin, elle s'est toujours divisée, plus précisément, entre des Belgicains, des Wallons nationalistes. Bruxellois nationalistes, c'est plus rare, mais il y a eu des mouvements d'affirmation régionale bruxellois très fortes, ou alors francophones. Donc il y a un triple référent identitaire possible, régional, wallon ou bruxellois, linguistique, francophone, ou national, enfin étatique plutôt, belgicain. Et ça crée beaucoup de difficultés à l'extrême droite. Ils savent à peu près qui ils n'aiment pas, mais ils savent pas très bien avec qui ils ne veulent pas aimer, qui ils n'aiment pas. Oui. Et donc voilà, bon, c'est pas, ça n'est pas un grand mérite, mais je pense que ça joue beaucoup dans le fait que la Wallonie et Bruxelles deviennent petit à petit des îles de résistance où il n'y a pas de parti, dans lesquelles il n'y a pas de parti d'extrême droite solidement implanté. Pour autant, la politique générale du pays, effectivement, et vous le disiez, avec les manquements à l'accueil aux étrangers, voilà, il ne faudrait pas se dire on est tranquille, il y a un rempart pour ça. Il faut quand même être vigilant, et ça, c'est aux partis à l'être aussi. Absolument. Et donc, c'est pas un hasard que les politiques que j'évoquais se situent au niveau fédéral, évidemment. C'est un niveau auquel se trouvent des partis qui, eux, sont en concurrence féroce avec l'extrême droite et ont moins de difficultés à adopter leur code. Mais donc, vraiment, je comprends qu'on insiste sur le danger de l'extrême droite, mais ce faisant, je ne voudrais pas qu'on pense que tout va bien. Qu'est-ce qu'on conseillerait aux auditeurs? C'est de se renseigner, d'aller éplucher les programmes en vue des élections dans quelques mois, de savoir pour qui on porte son vote, sa voix? C'est un bon début, en tout cas, et puis peut-être encore mieux de participer à des débats. Il y a beaucoup de rencontres, beaucoup d'associations. La Ligue va le faire, se plein poser d'autres des questions. vont le faire, organiser des rencontres avec différents candidats et candidates. Et c'est l'occasion de poser directement les questions et de voir aussi que c'est parfois un peu plus compliqué qu'on ne croit, voilà, c'est un choix à la fois important et difficile que de poser un vote. Et remettre un petit peu de réenchanter un peu la politique, parce qu'on entend beaucoup de gens, pas forcément qui disent on va voter pour les extrêmes, mais on ne votera pas du tout, parce qu'on en a marre, parce qu'on n'y croit plus. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces auditeurs-là, en tout cas, pour clôturer cette émission? Pour réenchanter la politique. Edgar et Élise, réenchantez-nous.
ça m'a l'air d'un projet ambitieux. Je suis pas sûr que ça doive être réenchanté à ce stade-ci. Re-questionner, redynamiser, je sais pas. Oui, mais voilà, je vais prendre peut-être le contre-pied, mais l'élection est un moment de la démocratie, mais tout ce qui se joue entre ces moments qui ont lieu tous les 5 ans est essentiel aussi. Et donc, je pense que le plus important n'est peut-être pas le vote, mais rappeler aux personnes à qui on a donné son vote qu'entre chaque élection, on est présent et on a une exigence vis-à-vis d'eux. Et ça, c'est la politique et c'est potentiellement l'éducation permanente. Et donc, je pense qu'une des façons de réenchanter la politique, c'est d'en faire soi-même et pas nécessairement électoralement, mais en s'engageant pour une cause, en se rendant compte que, oui, au fond, allez, moi ce qui m'a le plus enchanté ces dernières années, c'est le mouvement d'hébergement citoyen. On a vu que l'action, elle était là, et les gens, ils voulaient donner. Et les gens ont fait de la politique en accueillant des personnes chez eux. C'était pas en interpellant des mandataires. C'était un mouvement qui a pris de l'ampleur. Donc il y a moyen aussi de faire la politique en dehors des partis. Et ça a eu énormément d'influence sur les partis. Il y a une loi sur les visites domiciliaires qui a été retoquée de ce fait-là. Oui, tout ça est positif. Élise ? Oui, voilà, il a tout bien répondu, Edgar. Mais oui, moi j'aurais tendance à rappeler vraiment l'importance du collectif, voilà, tout simplement. Et peut-être aussi à inviter le secteur associatif dans son ensemble. Donc voilà, on a parlé beaucoup d'éducation permanente, mais le secteur associatif lié à la jeunesse, à l'insertion socio-professionnelle, à l'insertion sociale, voilà, tout confondu, de retourner, ou en tout cas de ne pas laisser de côté les populations les plus exclues, parce qu'on en a... Enfin, on l'a un peu abordé, mais on est quand même dans une situation d'inégalité sociale extrême, et je pense que c'est aussi un bon terreau pour de l'extrême droite. Voilà. Et toute couche sociale confondue, vraiment. Mais donc ça, c'est important. Merci beaucoup, Élise Jacquemin. Miroirvagabond.be, .com. Miroirvagabond.com pour voir toutes vos activités. Edgar Schotz, je l'avais bien dit. Tout allait bien jusque-là. Ligue des droits humains, allez voir les actions et aussi les débats dont vous parliez et auxquels on peut prendre part. Merci à vous deux d'avoir été là. Merci à tous d'avoir choisi de nous écouter ce soir. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. Merci à vous.